La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacré à la fantasy, Erwan Le Breton revient sur son expérience de créateur de jeux vidéo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc aujourd'hui, on va vous parler de construction de monde dans le monde du jeu vidéo et précisément de monde imaginaire. Et pour ce faire, on va se focaliser sur l'entreprise dans laquelle je travaille, qui s'appelle Ubisoft, que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'on a nos méthodes à nous, nos outils, nos critères de qualité pour déterminer ce qu'est un monde intéressant et qui va fournir un contexte riche pour nos jeux. Donc c'est tout ça que je vais décliner pendant une petite heure à peu près, avec une conférence, une présentation qui sera interactive, puisqu'on va échanger. Je ne vais pas juste vous montrer des diapositives et parler dessus. Alors, qui suis-je pour parler de ça? Je m'appelle Erwan Le Breton, ça fait 20 ans que je travaille à Ubisoft, j'ai eu différentes casquettes. Celle qui nous intéresse un peu aujourd'hui, c'est celle de directeur créatif de la marque Might & Magic, qui est une marque de jeux vidéo qui existe depuis longtemps, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, dans ma mission, puisque la marque a été achetée par Ubisoft en 2003, il a été question de construire un univers qui serait le liant de tous les jeux Might & Magic qu'on allait faire. Donc c'est beaucoup de ça que je vais parler, pas que, mais en grande partie. Et donc, moi, c'est Laurent Di Filippo, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Et je suis aussi scandinaviste. Je travaille sur la réception des mythes nordiques entre le Moyen-Âge et les jeux contemporains. J'ai travaillé notamment dans ma thèse sur Age of Conan, et puis aujourd'hui un peu plus sur les jeux de rôle, notamment Donjons et Dragons. Et donc je me suis intéressé justement comment on construisait des univers fictionnels, des univers de jeux, alors notamment par l'emprunt à des sources anciennes, comme je disais, du Moyen-Âge scandinave, et aussi plus récemment, déjà avec ma thèse, mais plus récemment encore avec Donjons et Dragons, sur des questions liées aux transmédia, donc comment des univers se développent sur différents supports médiatiques. Donc voilà, c'est par ces angles-là que j'attaque moi la construction de monde. Et donc oui, ça, j'arrêterai de temps en temps, Erwan, attends, je lui poserai quelques questions. Voilà. Alors, Might & Magic. Donc, Might & Magic à Ubisoft, c'est depuis 2003. Ça fait quand même pas mal d'années. C'est beaucoup de jeux différents, sur des supports différents, pour des publics parfois un peu différents. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est un univers qui s'appelle Ashan. Je vous en parlerai un peu plus derrière. Comment on l'a créé, quels ont été les piliers qui définissent cet univers et comment on a vérifié jeu après jeu qu'ils étaient respectés, qu'il y avait une cohérence globale et un souci de qualité qui s'installait dans la création de ces jeux qui se passent dans le même monde. Historiquement, Might & Magic, ça a démarré en 1986, donc ça date. C'est l'année de création d'Ubisoft, heureux hasard. Et ça ressemblait à ça. Donc il y avait deux grands jeux bien connus. Le premier, celui d'en haut, là, vous voyez, c'est vraiment le jeu de 86. C'était ce qu'on appelait un jeu de rôle à l'époque, puisqu'on jouait une équipe de personnages qui exploraient un donjon et puis des univers à l'extérieur, affrontant des créatures, trouvant des trésors, résolvant des énigmes, etc. Donc c'était vraiment le genre de jeu de l'époque. Et à ce moment-là, c'était considéré comme un des jeux pionniers du genre, qui avait apporté des innovations, qui était vraiment un standard. Et celui que vous voyez en dessous, c'est une sous-branche de Might & Magic, mais qui est très connu des fans, qui s'appelle Heroes of Might & Magic, et qui est un jeu de stratégie au tour par tour, où on joue pour le coup des armées qui s'affrontent sur des espèces d'échiquiers. Et puis on a des royaumes à gérer, etc. Des héros qu'on va envoyer mener des armées sur le champ de bataille. Et ça, c'est un peu plus antérieur. C'est venu à peu près 10 ans après le premier jeu Might & Magic. Mais c'est vraiment ça que connaissent les joueurs. Et c'est ça qu'a acheté Ubisoft en 2003. Enfin, ça ressemblait déjà plus tellement à ça. Mais bien sûr, on a fait évoluer l'univers pour le rendre plus appealing, attractif pour le public de 2003 et des années 2010. Donc au fur et à mesure, il y a eu de l'évolution visuelle, mais pas que. Et pour vous donner un peu une idée de Might & Magic en 2011, à quoi ça ressemblait chez Ubisoft, je vous montre un court extrait de la bande-annonce du jeu Might & Magic Heroes 6. Donc première vidéo.
The shadow of death is upon us, cursing our entire family. Pitting brother against sister. But our struggle is just a single drop in a chalice of tears and blood. An ancient storm is rising. Alors désolé, la plupart, enfin il y a 3 vidéos et il y en a 2 qui sont en anglais sans sous-titres. Désolé pour ça. Mais bon, c'est pas très grave si vous comprenez pas exactement tout ce qui se dit. L'anglais est la langue du jeu vidéo. Peut-être bientôt le chinois, mais pour l'instant c'est l'anglais. Et que dire dessus ? Sinon que voilà, on parlera de références tout à l'heure qui nous ont inspiré et ce qu'on a voulu faire. Pourquoi on a fait cet univers de Might and Magic en 2003 plutôt que tel autre ? On avait plein de choix bien sûr. Je dirai plus en détail. Ça c'est mes références perso. Puisqu'on est dans l'expo Tolkien, je voulais juste vous montrer ce livre qui est celui qui m'a fait découvrir l'œuvre de Tolkien quand j'étais enfant. Ma mère me l'avait offert. Et je m'y suis mis à 3 fois pour arriver à le lire en entier, parce que j'étais assez jeune au début. Et puis tout le passage au début dans la comté qui est un peu contemplatif, c'était dur pour moi. Mais voilà, je suis allé jusqu'au bout, puis après c'est devenu une grande passion qui m'a mené au jeu de rôle, qui m'a mené à d'autres univers de fantasy, qui m'a mené aux jeux vidéo, qui m'a mené à devenir directeur créatif de Might and Magic. Donc merci monsieur Tolkien. Et juste la deuxième chose, c'est pas ma première création de monde. J'avais travaillé avant dans le jeu de rôle traditionnel, le jeu de rôle papier, et cet ouvrage-là, qui date, c'était mon premier livre publié. Et c'était l'Atlas d'un monde imaginaire. Donc déjà à l'époque, j'étais dans le world building, donc ça vient un peu de là. Je crois que tu avais... Ouais, j'avais une petite question donc, par rapport à la présentation de la marque Might and Magic. Donc tu disais que vous l'aviez reprise au début, enfin Ubisoft l'avait racheté au début des années 2000. Et justement en termes de construction de monde, là, moi j'aimerais savoir du coup comment ça se passe, parce que vous n'allez pas partir de zéro, mais d'un univers existant. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un mot sur justement qu'est-ce que c'est que de reprendre un monde existant, sur quoi on peut s'appuyer, ou comment on le développe, comment on le transforme, comment on le renouvelle aussi, et comment on lui donne peut-être j'allais dire une saveur particulière propre à Ubisoft. Voilà. Donc, si tu peux nous dire quelques mots là-dessus. Tout à fait. Donc, quand on l'a eu en 2003, cette marque, il y avait déjà pas mal de jeux sortis. Il y avait 8 jeux de rôle Might and Magic, il y avait 4 jeux Heroes, et puis il y avait d'autres petits jeux ancillaires tout autour. Il y avait donc plusieurs univers, il n'y en avait pas qu'un. Certains jeux avaient un monde qui leur était dédié, d'autres avaient un monde en commun, mais c'était pas très cohérent, organisé et surtout pas très référencé. Quand on a acheté la marque, on n'a pas eu 150 livres ou un serveur rempli de données qui nous expliquait, voilà, le monde de Might and Magic, c'est ça, voilà son historique, voilà ses piliers, voilà ce que vous devez absolument intégrer si vous voulez faire un vrai jeu Might and Magic. Il n'y avait pas ce travail qui avait été fait au préalable. Donc c'était un peu à nous de jouer aux jeux ou de les connaître ou d'aller voir dans les forums de fans ce qui ressortait des jeux et que les gens retenaient. Donc ça a été au départ un peu un travail de fourmi, de bon bah voilà, on a l'impression que ça c'est important dans le monde de Might and Magic et que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, donc il faut le garder absolument. Ça par contre, on n'en a aucune idée. D'autre part, le monde de Might and Magic qui préexistait à Ubisoft était un monde qui était très à la mode dans les années fin 80, début 90, qui mélangeait de la fantasy traditionnelle et de la science-fiction. Le méta-arc narratif des jeux Might and Magic, c'était qu'à la fin des jeux, on se rendait compte qu'on était sur un monde artificiel qui flottait dans l'espace, que les anges étaient des robots, que le donjon qu'on explorait était la carcasse d'un vaisseau spatial, etc. Et que le démon était des aliens qui venaient d'une autre dimension. Donc ça, c'était très tendance dans cette époque-là, et en 2003, beaucoup moins. On était à l'époque où le film Le Seigneur des Anneaux faisait un carton, où Game of Thrones, le Trône de Fer, commençait à devenir un succès de librairie. Donc on était plus dans une fantasy traditionnelle, voire même avec pas trop de magie. Voilà. Donc on s'est dit, bon, on va pas garder ça, c'est plus tendance, et en plus, on n'a pas les informations. Donc quand on a rebooté l'univers de Might and Magic, on s'est dit, on invente un nouveau monde concret, qui sera la propriété d'Ubisoft, donc sur lequel on peut pas faire d'erreur, puisque c'est le nôtre, contrairement à celui d'avant où on aurait pu mal interpréter ou pas savoir, et que les fans, la communauté, j'en parlerai aussi tout à l'heure, s'offusquent. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors au départ, bien sûr, ils ont tout surlé, globalement, pour dire bah, c'est pas le même monde, ça va pas du tout, c'est pas Might and Magic ça. Puis petit à petit, en 2003, ça fait quoi ? Ça fait 17 ans maintenant. On les a familiarisés avec ce monde, on a montré son intérêt, sa richesse, sa cohérence, etc. Et aujourd'hui, on a des fans de ce monde-là, comme on avait jadis des fans des anciens univers.
Donc voilà un peu le travail qui a été fait, mais du coup, on a défini des piliers, des choses qui restaient de la marque Might and Magic qu'on voulait absolument garder, mais on a redéfini un nouvel univers autour de ça. Ouais. Donc on sélectionne une partie, on transforme aussi beaucoup de choses. Voilà. Et intéressant, enfin, un point que tu as fait ressortir, c'est aussi l'importance du contexte socio-culturel. Quand tu dis effectivement qu'il y a le succès du Seigneur des Anneaux, il y a un attrait plus pour la fantaisie médiévaliste, plus que le mélange SF fantasy. Parce qu'on voit que l'influence elle est extérieure aussi. Donc c'est pas que votre choix, mais vous devez penser à tout ça pour ensuite attirer un public. Ça, super. Et du coup, sur tes propres productions, et peut-être que tu reviendras après, tu dis donc tu as travaillé sur des jeux de rôle, donc déjà sur la création d'univers, toi avant. Oui. Aussi en tant qu'auteur de BD, en tant que truc. Et est-ce que tu peux dire juste un petit mot là-dessus sur ce que ça t'a apporté et comment toi tu as pu aussi insuffler cette vision-là de la manière dont tu imaginais ce que c'est de créer des mondes et puis comment tu as amené ça dans ton travail chez... Alors c'est sûr que ça a aidé, c'est ce qui m'a qualifié entre guillemets pour cette mission à Ubisoft de créer cet univers, c'est que j'avais déjà fait ça auparavant, que j'avais aussi des contacts, je connaissais déjà des gens qui pouvaient m'aider à le faire, des scénaristes, des dessinateurs, etc. Ça aide toujours. Dans le jeu vidéo, ce qu'on appelle des game designers, donc des gens qui sont spécialisés en mécanique de jeu. Voilà, le process qui a été utilisé pour, à l'époque où je faisais des jeux de rôle, où je publiais ce genre d'ouvrage par rapport à ce que j'ai fait à Ubisoft et par rapport à ce qu'Ubisoft fait aujourd'hui, il y a eu un saut quantique. Donc je vais vous l'expliquer un petit peu pendant la présentation, mais voilà, on est passé de l'amateurisme éclairé à du professionnalisme bien rodé et avec des moyens. Donc aujourd'hui, voilà, ce que je vous montre là, c'est un peu le travail fait sur Might and Magic, mais à partir de 2003, et puis ce qu'on fait à Ubisoft en 2020 sur les mondes qu'on crée. Alors justement, revenons à Ubisoft et à la vision d'Ubisoft, ce qu'on appelle le world first, le monde en premier, donc primauté accordée au monde. Quand on crée des marques de divertissement à Ubisoft ou des jeux, on pense toujours d'abord le monde. C'est vraiment, ça commence par ça. De ce monde vont découler les systèmes, puisqu'on est dans des jeux, donc il va y avoir des systèmes qui sont liés à la logique du monde et qui vont se transformer en opportunité de ce qu'on appelle du gameplay, donc des mécaniques de jeu. Un système, alors ça peut être des systèmes physiques, on va avoir de la gravité, on va avoir des réactions chimiques, on va avoir la propagation du feu, on va avoir plein de choses, la mécanique des fluides, on va avoir des systèmes météo, on va avoir des systèmes écosystèmes, donc géographiques, écologiques, etc. Et on va avoir des systèmes humains, des systèmes sociaux, de l'économie, la justice, la géopolitique, tout ça, pour nous, c'est des systèmes aussi, puisque ça donne des opportunités de gameplay, ça va donner du conflit, des interactions, etc. C'est très intéressant. Donc on part de là. Le monde, sa logique, les systèmes qui découlent de ce monde et qui seraient utiles dans notre jeu, et ensuite donc les gameplays, les mécaniques de jeu qui découlent de ces systèmes. Typiquement, si vous avez un monde moderne avec beaucoup d'autoroutes, vous aurez des voitures, donc un système de driving, ce qu'on appelle un gameplay. Bon, ça paraît bête, mais c'est le genre de choses auxquelles on doit penser. De tout ça, une fois qu'on a défini ce monde, ces systèmes, etc., on commence à dire, bon, on va définir les personnages clés de ce jeu, qui doivent illustrer idéalement tout, mais soit le monde, donc il représente le monde avec ses valeurs, sa culture, son histoire, etc. Soit les systèmes, typiquement si on a un jeu de voiture, on va avoir des gens qui vont être des mécaniciens, on va avoir des gens qui vont décorer les voitures, les personnaliser, les tuner, on va avoir des gens qui vont organiser des courses, illégales ou légales, etc. Bon, ça c'est des personnages qui illustrent les systèmes, ou les gameplays. Très spécifiquement, si on a un jeu comme Assassin's Creed Odyssey où on peut améliorer ses armes, les reforger, le forgeron est un personnage qui incarne un gameplay du jeu, qui est lié à ce système qu'on appelle le crafting dans le jeu. Et puis à partir de tout ça, quand on a défini tout ça, on arrive aux histoires plurielles. De ces personnages, dans ce contexte qu'on a défini qui était le monde, vont découler des opportunités d'histoire pour le joueur. Donc on a évolué Ubisoft de la version j'écris une histoire, je vous la fais vivre, et puis de temps en temps il y a des choix, des embranchements, etc. Donc un chemin plus ou moins linéaire avec quelques choix interactifs, à un monde, un contexte, des personnages, des situations, des conflits, des choses qui donnent aux joueurs des opportunités d'histoire. Alors c'est un autre sujet, je peux vous parler des heures de ce qu'on appelle la narration émergente, mais c'est pas le sujet de ce soir, donc si vous avez des questions là-dessus, venez après la présentation. C'est juste une petite remarque, c'est aussi des choses qu'on observe en littérature, le focus de plus en plus sur le monde plutôt que sur les personnages, en histoire de la littérature. Ouais. Donc c'est intéressant de voir que dans les jeux, il y a aussi cette évolution-là. Ouais. Voilà. Ouais.
Alors pour vous présenter la vision d'Ubisoft en parallèle de ce que je viens de dire, en anglais malheureusement, il y a une autre vidéo. The real world is a complex network of interdependent systems, from the tiniest particle to the largest galaxies. Luckily, in video games, simplification is our friend. At Ubisoft, the world is our hero. It can be a planet, a region, a city. A system can be absolutely anything. As a result, you create the best systems to support your playground. Think of it as clockwork. Every cog is a system and a component of the world. All the systems can be interconnected or independent to form an autonomous, logic, and living world. If the world is rich, consistent, and believable, then all the layers above, gameplay, characters, stories, will be too. Even technology has to be a logical consequence of our world's nature and set of rules. It is a shift of perspective because we want our audiences to desire this world more than anything. A world can be a football field, one ball for physics, 22 actors for drama, a referee for the law. Those simple elements provide infinite experiences, infinite unique moments. At Ubisoft, we make many open world games. Envision our worlds as the one you live in. Every step you take outside of your home creates a new path. Everything you do, every train you travel with, every radio you listen to becomes a story in itself. As a player, but more than that, as a tourist. Imagine you can travel to virtual worlds with 1 million potential stories instead of a single character in a single story, with a world constructed around it. If the world is the foundation, it will produce autonomous systems that will interact with each other and create endless unique combinations. That is what we call systemic open world, and it's a step towards recreating the chances of life. Take Far Cry. An elephant roaming around on your left is an autonomous system. Get close to it, it will interact with you. Leave it be, it will live its life. Now you see an enemy patrol coming on your right. It is another autonomous system. And these two systems can interact with each other. Learn their rules, then use them to your advantage. What if you draw the elephant towards the enemy and kill them without shooting? Don't forget invisible systems. They help us understand our world through night and day cycles and physics. Imagine a world without a gravity system. All these interactions can happen anytime, anywhere. The player experienced an unexpected, unintentional situation no other player will ever experience the same way. This creates emergent experiences. This world, and the systems grounded in it, allow you to create and live stories we could not predict. You become a tourist in an uncharted territory. If the world is our hero, it presents us with so many new opportunities. In video games today, VR experiences soon, and virtual worlds in the future. Our worlds will become more than games. They will become invitations to travel. Pour résumer, on invite à l'exploration, que le joueur aille découvrir ce qu'il y a dans le monde plutôt qu'on gave le joueur avec toute la partie narrative du monde comme une oie. Et ce qu'on considère émergent, c'est l'interaction des systèmes qui peut être avec une composante de hasard ou simplement de logique et de probabilité, etc. Et on inclut dedans les intelligences artificielles, donc les personnages qui sont autonomes dans le monde, qui ont leurs propres objectifs, etc., et leurs comportements, et ainsi de suite.
Ce qui nous amène à cette notion de, voilà, on a un monde qui est au centre de tout ce qu'on fait à Ubisoft, mais ce monde est plus grand que le jeu, ce qui veut dire qu'on ne se focalise pas seulement sur le jeu vidéo, mais sur le transmédia, puisque le travail que vous voyez là, le type de l'iceberg, donc la pointe, c'est le jeu dans lequel vous jouez et tout ce que vous découvrez quand vous le faites, mais derrière, il y a eu tout le travail de recherche sur le monde qui est très profond, qui va très loin et qui peut ensuite donner des opportunités de futurs jeux ou de films, de séries télé, de romans, de bandes dessinées, etc. Ce que démontre une marque comme Assassin's Creed, qui existe maintenant depuis 13 ans, et qui a eu voilà, ses jeux, ses bandes dessinées, ses mangas, ses comics, ses romans, son film, ses board games, et ainsi de suite. C'est celle qui sans doute a eu le plus de déploiement transmédia à Ubisoft, mais l'objectif c'est qu'on le fasse sur toutes nos marques. Et ça vient du monde, encore une fois, de la richesse du monde. Sur Might and Magic spécifiquement, on n'a pas eu autant de développement transmédia, c'est pas faute d'avoir poussé. Hein. Mais on a eu une bande dessinée, on a eu surtout des jeux, sinon. On a eu un board game, mais qui ne mérite pas vraiment de figurer ici. Et ce que je vous montre là, c'est une sorte de timeline, c'est-à-dire que c'est des jeux différents sur des consoles différentes pour des publics plus ou moins, enfin parfois différents, plus la BD. Mais tout ça, c'est l'histoire du monde, chronologiquement. Donc vous voyez que c'est même pas logique, entre guillemets, puisqu'on a Heroes 7 avant Heroes 6 et avant Heroes 5. C'est pire que Star Wars de ce point de vue-là. Mais ça veut dire qu'il y avait toute une équipe qui veillait à ce que voilà, il y ait une chronologie, il y ait des échos dans les différents jeux, entre différentes périodes historiques, des personnages qui pouvaient être récurrents, etc. Donc on a fait ce travail-là. Alors, ouais, justement, par rapport à ça, alors tu as parlé de transmédia avant, essentiellement pour Assassin's Creed, hein, sur lequel vous avez développé beaucoup de choses. Et il y a toujours cette question de... transmédia, on le pense comme une vision d'ensemble hein, d'un monde particulier, mais après, il y a les instanciations particulières qui font que voilà, c'est présenté d'une certaine manière, peut-être parfois sur un certain ton, avec une certaine atmosphère, et ça peut un peu varier. Et comment... du coup, peut-être en prenant l'exemple de Might and Magic, mais bon, tu peux aussi parler d'Assassin's Creed, c'est comment on gère justement cette difficulté, j'allais dire, en même temps de s'insérer, en même temps de faire de la particularité, ou qui fait qu'une œuvre sera particulière par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire qu'elle s'insère dedans, voilà, il y a une balance à trouver. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus ? Une des directives qu'on donnait par exemple aux équipes qui bossaient sur nos projets, c'était votre projet doit enrichir l'univers qu'on a créé. Il doit apporter quelque chose de nouveau. Chaque nouveau projet devait apporter soit un élément fondateur du monde, un événement important, un personnage important, enfin quelque chose qui allait enrichir et fait qui se développe jeu après jeu, plutôt que d'être juste des redites ou quelque chose de superficiel ou d'anecdotique qui finalement n'avait pas tellement d'intérêt pour nous. Donc ça, c'était une des directives. On parlait de changement de tonalité. Ben effectivement, Clash of Heroes, le jeu qui est mentionné là, qui est un jeu sur DS, un puzzle game avec une direction graphique un peu cartoon, un peu même manga, c'était voulu aussi pour dire l'univers est plus vaste que ce que vous connaissez de Heroes, qui correspond plus à la direction artistique que vous avez vue de la bande-annonce, qui est plus sérieuse, qui se prend plus au sérieux. On a fait ça sur d'autres jeux aussi. Et c'était voilà, un peu comme quand une marque est bien établie, typiquement Star Wars ou autre, ou Harry Potter, etc., elle peut se permettre d'avoir des déclinaisons un peu plus enfantines, loufoques, variées, voire même au contraire beaucoup plus sérieuses et sombres, et ainsi de suite. Les personnages Lego Star Wars, par exemple, reflètent bien l'univers de Star Wars, mais de manière burlesque. Et la logique, il n'y a pas de cohérence entre ce qui se passe dans les épisodes Lego et dans la vraie la trilogie, enfin les films ou ce qu'ils considèrent comme le canon de Star Wars. Bon. C'est la même chose pour nous. On se permettait ce genre de petits écarts aussi de temps en temps. On a un jeu mobile qui a pareil, une DA différente et une histoire qui est un peu en parallèle de tout ça. Donc, mais il y avait quand même une équipe chargée de vérifier qu'on n'allait pas contredire ou enfreindre des lois fondamentales de l'univers qu'on avait créé. Voilà. Alors, du coup, une petite remarque, c'est donc ce que tu nous dis. Alors, le monde est posé d'abord, hein, oui. comme tu disais, chez Ubisoft, mais il faut quand même qu'il doit rester ouvert de manière à ce que de nouvelles choses s'insèrent. Il doit pas être totalement défini à un moment, même si on sait qu'il sera instancié dans différents jeux. Donc il faut toujours garder une possibilité de rajouter des choses ou d'aller plus loin ou proposer de nouvelles choses. C'est ça. Ça, c'est intéressant en termes de construction de monde. Ça veut dire aussi penser sur la diachronie ou la temporalité. C'est-à-dire, ça va avancer, ça va changer au fur et à mesure du temps. Il faut se laisser toujours cette possibilité-là. Voilà. Okay.
Ce qui est intéressant sur justement cette vision du monde, vous allez voir dans le détail ce qu'on veut dire par là, et ensuite 2 grandes catégories de monde qui répondent un peu aussi à ta question sur dans quelle mesure on ferme ou on ouvre sur l'évolution du monde. Donc qu'est-ce qu'on entend par monde? Alors ça paraît un peu basique ou sens commun, mais c'est un discours qu'on a vis-à-vis des équipes qui travaillent avec nous sur les jeux, parce que c'est important pour eux de dire, voilà, souvent pour les équipes de développement de jeux vidéo, le monde du jeu c'est le décor. Et en fait non, on va plus loin que ça. Donc bien sûr c'est le lieu où se passe l'action, c'est à quelle époque ça se passe sur une timeline, donc il y a eu des choses avant, il y aura des choses après, possiblement. C'est le degré de réalisme, parce que les mondes qu'ont fait Ubisoft sont plutôt assez élevés sur le degré de réalisme, ils sont assez immersifs, crédibles, on a l'impression qu'on est dans le vrai monde, c'est une simulation, etc. Mais parfois, typiquement dans le cas de Might & Magic, on est beaucoup plus dans la magie, la fantaisie, des choses un peu plus pas crédibles, mais pas réalistes. Donc on verra après que c'est un de nos critères de sélection. Mais du coup, on a un curseur et on peut dire comme ça, le monde que vous êtes en train de développer, il est plutôt sur l'échelle du réalisme à tant de pourcents. On a dans nos mondes, parce qu'ils sont vastes et qu'ils s'adressent à un grand public, une variété de genres et de tons. Alors là aussi, on a beaucoup défini, c'est pareil, c'est pas le sujet de cette présentation, mais qu'est-ce qu'on entend par genre, qu'est-ce qu'on entend par ton, c'est quoi le vocabulaire qu'on utilise, les déclinaisons, les adjectifs, parce que sinon, on tombait généralement dans quel est le genre de votre jeu? C'est un jeu d'action-aventure, donc le genre de jeu vidéo, mais ça ne nous renseigne pas beaucoup sur le genre de divertissement ou le type de genre qu'on va trouver dans le monde. Et les tons, c'est sérieux avec une pointe d'humour. Donc c'est pareil, ça ne nous aidait pas non plus. C'était pas très granulaire ou très précis. Donc on a fait une typologie, un glossaire de tout ça, et on en discute beaucoup avec les équipes pour dire vous avez plusieurs genres, vous avez plusieurs tons, avec bien sûr un genre et un ton dominant en général, mais beaucoup de variétés. Donc typiquement, Assassin's Creed Odyssey, c'est un bon exemple. Comme il s'inspirait de la guerre du Péloponnèse, qui était en Grèce antique, ils ont choisi d'avoir comme ton plusieurs tons dans le jeu, mais entre autres tragédie et farce, qui était intéressant. Donc c'était à la fois, pour nous, c'était des tons, pas des genres, parce que leur point de vue sur l'humour, c'était on va aller vers la farce, puisque c'était ça l'humour des Grecs de cette époque-là, en tout cas qu'on connaît aujourd'hui. Et la tragédie, pareil, c'est là-dessus, si on veut une tonalité plus sombre, on va aller sur la tragédie. Donc, voilà, on essaie de faire ça un peu dans tous nos jeux. Et enfin, on a ce qu'on appelle le rôle du joueur, c'est-à-dire dans ce monde-là, le joueur, il joue quel type de personnage, alors pas le nom et la biographie, mais plutôt le statut social, le pouvoir d'action. Comment le monde va réagir à ce personnage et comment le joueur va pouvoir interagir avec le monde, avec quel degré. C'est pas la même chose si on est un super-héros ou si on est un citoyen lambda d'un régime totalitaire ou si on est un soldat d'élite. Ça, c'est 3 niveaux de puissance et d'interaction avec le monde qui sont très différents. Donc voilà. Et puis on définit des rôles. Un pirate, par exemple, c'est un rôle très clair qui arrive avec plein d'attentes de la part des joueurs parce qu'ils ont en tête plein de choses. Un pirate, il est censé pouvoir faire ça, il est censé être perçu comme ça par le monde. Voilà. Donc à chaque fois, on définit aussi ça précisément sur nos mondes. Du coup, les 2 grandes catégories de mondes dont je vous parlais, la première, c'est le monde à la Tolkien, et c'est un peu ce qu'on a fait sur Might & Magic, c'est-à-dire un monde qu'on va explorer, mais qui est très clairement cadré et défini dès le départ. Où on dit, voilà, le monde, voilà la carte, voilà la timeline, voilà les grands principes, et c'est la Bible, c'est sacré, c'est inscrit dans la pierre en lettres d'or. Donc voilà. Et tout ce qu'on peut faire, c'est prendre une période historique, un endroit de la carte, 1 ou 2 personnages et faire une histoire autour de ça, mais on connaît déjà beaucoup de choses dans le cadre. C'est génial pour la cohérence et la qualité, c'est juste que ça demande des années de travail préliminaire avant de faire quelque chose qui se passe dans le monde. C'est pas toujours quelque chose qu'on a la possibilité de faire quand on bosse dans le jeu vidéo. Et typiquement pour Might & Magic, on a essayé de faire ça alors qu'on avait des projets en parallèle, ce qui était assez compliqué au départ. On définissait à la fois les règles du monde alors qu'on était en train de faire un jeu dans ce monde, et on avait parfois des équipes de développeurs qui étaient vous êtes gentils, mais moi dans 6 mois j'ai un jeu à sortir, vos interrogations sur la nature de la magie et la couleur des dragons, c'est trop tard, quoi. Je m'en fiche, j'avance. Donc il y a eu ce genre de débat un peu houleux pendant les premières années, puis bon après voilà, on avait suffisamment de matériel pour pouvoir faire Tolkien et dire non maintenant c'est comme ça. Donc ça, c'est une possibilité qu'on voit beaucoup plus en littérature que dans le jeu vidéo. Et ce qu'on voit beaucoup en comics, en film ou en jeu vidéo ou en série télé, c'est plus ça, c'est un monde en expansion. C'est-à-dire qu'on commence par se focaliser sur un endroit, une série de personnages, mais on sait qu'il y a un monde plus vaste. On peut le décrire vaguement dans les grandes lignes, avoir déjà une idée un peu d'où ça va aller, mais on le bâtit au fur et à mesure. Alors, avantage, c'est génial pour le côté un monde en progression, un monde qui évolue, qui se réadapte un peu aux tendances culturelles quand ça dure des années. Ça laisse beaucoup de créativité et de liberté aux gens qui vont contribuer à ce monde. Par contre, garantir la cohérence et la qualité, c'est un travail de titan.
Donc voilà, c'est à chaque fois il y a un plus et un moins. Donc on choisit en général dans quel type de monde on va. Et là c'est intéressant. Aujourd'hui on est en 2020. Ashan, le monde de Might and Magic dont je vous parle qu'on a créé, c'était en 2003. Il s'est quand même passé beaucoup de temps. On est maintenant dans des jeux Might and Magic qui sont plutôt développés en Chine sur mobile. On n'est plus du tout dans le même écosystème. Donc on est en train de réinventer un nouveau monde pour le cadre, qui servira de cadre à Might and Magic, et on part plutôt sur un monde de ce type-là. Un monde qui va être en expansion, où on va commencer petit et grossir au fur et à mesure. Donc une autre démarche. C'est une tendance de l'industrie, tu penses Globalement, c'est ce qu'on voit. Enfin, les Avengers ont bien sûr mis ça un peu devant tout le monde. Enfin voilà, c'est un blockbuster d'aujourd'hui qui donne le là. Mais on trouve ça, je pense, effectivement, de plus en plus dans le jeu vidéo, beaucoup. Ouais. Okay. Et donc pour Ashan, je vous ai dit, on était dans un monde plutôt, qui était bien clairement défini, qu'on explore. Donc on avait commencé par faire la carte et on s'était assez, de manière à la fois pour être efficace, pour aller vite, mais aussi parce qu'on trouvait que ça allait aider les joueurs à vite rentrer dedans. On s'était un peu basé sur l'Europe, l'Eurasie, on va dire, avec un peu de Méditerranée, tout ça. Donc on retrouve assez facilement ces billes. On sait qu'au nord il y a des fjords et des Vikings, je caricature. À l'ouest il va plutôt y avoir des Celtes. Bon, voilà. Donc c'était un peu l'idée. On a ensuite écrit une timeline avec des grands événements qui justifiaient pourquoi ce monde existait, pourquoi il y avait différentes factions, puisque le monde de Might and Magic est organisé en factions. Donc c'est pas des nations, c'est pas non plus des peuples ou des races, c'est un peu autre chose. C'est des groupements politiques avec des philosophies ou des agendas, etc. Et pendant des siècles, ils se font la guerre ou ils s'allient, et voilà, il fallait justifier tout ça. Donc on l'a fait avec un gros livre d'histoire, qui était au départ un tableau Excel, avec des dates et des événements, et qui a donné donc 2000 ans de timeline pour justifier un peu tout ça, avec un âge mythique et puis des âges plus référencés. On avait une variété de tons et de rôles pour les personnages. On avait des genres différents. On pouvait aller dans l'horreur, on pouvait aller dans l'épique, on pouvait aller dans l'épopée, on pouvait aller dans la tragédie, on pouvait aller dans la comédie. Enfin bref, on avait plusieurs choses. Et puis voilà, on a aussi, comme je vous dis, fait Clash of Heroes, qui était un jeu beaucoup plus pour un public plus jeune, et avec l'idée aussi de faire des jouets derrière et d'aller toucher un public qui grandirait avec ça et qui ensuite découvrirait la version sérieuse du monde. C'était un peu l'idée au départ. Et puis, ça nous plaisait tous de faire ça. Voilà. Ensuite, j'arrive à une nouvelle section, à moins que tu aies une... Non, vas-y. Non, je continue, voilà. Alors du coup, donc ça c'est sur Might and Magic. Maintenant, une fois que ces mondes sont créés, les grands principes, etc., on a des gens à Ubisoft qui travaillent dans ce qu'on appelle une équipe éditoriale et qui évaluent le travail fait par les équipes de production, donc incluant le monde. Et comment on évalue les mondes qui sont créés et proposés par les équipes? On a en gros 3 grands critères. Il faut que le monde soit attractif, il faut que le monde soit crédible, donc je n'ai pas dit réaliste, c'est vraiment 2 choses un peu différentes, et il faut qu'il soit cohérent. Donc ça nous donne notre ABC en anglais, c'est très bien. Donc on va commencer par attractif. C'est quoi un monde attractif aux yeux d'Ubisoft? Alors d'abord, je vous ai dit tout à l'heure, on veut offrir des opportunités d'histoire à nos joueurs plutôt que les diriger sur un sentier tout tracé. Donc c'est un monde qui va inciter à l'exploration, qui va donner envie d'aller voir ce qu'il y a derrière la colline. Pour ça, sur Might and Magic, on a développé des biomes, des univers liés aux factions dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on avait les cités saintes, on avait l'abysse avec les démons, qui était un plan parallèle, c'était sous terre, mais en même temps c'était dans une espèce de pocket multidimensionnelle, enfin une poche multidimensionnelle. On avait les forêts elfiques avec des arbres qui défient la gravité, donc là on était un petit peu dans un avatar. On avait les territoires des morts-vivants qui avaient vécu l'équivalent d'une explosion nucléaire, donc qui étaient vitrifiés et dans lequel il y avait des cités araignées, enfin vous verrez. Voilà. Donc on avait fait tout ça, ce qui fait qu'on voyait déjà ça sur la carte, et quand on se promenait dans le monde, on le voyait aussi, on avait envie de découvrir cette variété, de comprendre pourquoi on en était arrivé là, qui étaient ces gens-là, pourquoi ils vivaient là, qu'est-ce qui s'était passé dans ce royaume, etc. Alors, oui, vas-y. Juste avant que tu avances sur la narration, peut-être juste sur les images. Donc là, on a vu des artworks. Ouais, attends, je reviens. Ouais, ah bah attends, je suis allé trop loin. Ah non. Ah oui, arrière, voilà, pouf. Sur le style de dessin, là, c'est très épique, c'est très... donc c'est... Et voire même celle de la précédente, la forêt des elfes, on pourrait presque retrouver des traits liés au sublime, avec la grandeur de la nature, face à laquelle les êtres vivants, enfin les êtres humains sont tout petits, on a des elfes. Et du coup, comment travailler les artistes, ou quelles consignes ils avaient justement pour proposer des... Alors au début, les premiers artistes qui ont travaillé sur Linéaire, ils avaient 0 visuel, donc voilà qu'on leur donne
à la fois du texte qui décrivait voilà ce qu'on a en tête et ce qu'on appelle des benchmarks, donc des références qu'on allait prendre à droite à gauche. En disant souvent, on ne veut pas copier quelque chose d'existant, on va plutôt mélanger ça et ça et ça et s'inspirer de ça. Donc je vous montrerai après, il y a une section sur les références, spécifiquement ce qu'on a fait sur la faction des nécromants. Mais donc voilà, c'était un peu comme ça qu'on les guidait, et du coup ils faisaient, les artistes travaillent bien quand tu leur dis vous avez 3 jours, noircissez les murs, puis après on prend ce qui est cool, ce qui nous plaît et ce qui ressemble à ce qui correspondait au brief. Donc idéalement on faisait ça, quand on avait le temps, l'argent, c'était pas toujours possible. Des fois, c'était un premier jet et c'était plié, parce que voilà. Mais là, ce que je vous ai montré là, ça a été fait par des équipes en Chine, justement, qui ont utilisé cette méthode. C'est-à-dire qu'on dit, on sait les canons de la marque, on sait les principes, on sait les piliers, on a bien compris ce que vous vouliez. Maintenant, on va se lâcher, on va proposer des choses, et puis à la fin, on retiendra ce qui, à la fois, respecte ce qu'on a dit et nous surprend, parce que ça va au-delà ou ça apporte quelque chose de nouveau. Voilà. Okay. C'est un peu comme ça qu'on a travaillé. Mais là, c'était le luxe, parce qu'on avait déjà plusieurs jeux de sortie. Voilà. Et c'est ce qui a déterminé la marque après, du coup, parce qu'ensuite, quand on travaillait avec d'autres studios, on leur donnait ça en disant, voilà, maintenant la marque c'est ça. Donc, vous pouvez faire quelque chose dans ce genre-là, mais c'est bien établi, ça est devenu canonique. Voilà. Comme un Stormtrooper, il y a 10 000 variations du Stormtrooper de Star Wars, mais il y a un canon clair qu'on retrouve d'une armure à l'autre, d'un Stormtrooper à l'autre, c'est assez évident. Okay. Donc du coup, l'invitation à l'exploration, comme je vous disais, c'est les histoires qu'on propose aux joueurs, c'est à la carte, c'est un menu à la carte. Il y en a plein. Elles sont liées en général au personnage, au lieu, au contexte, qui peut évoluer d'ailleurs si le monde est dynamique. Et on a la map monde et on dit tiens, aujourd'hui je vais aller là, je vais faire ça. Bon. Et normalement, on peut proposer aux joueurs une façon de comprendre ce qu'il doit attendre. Parfois c'est la surprise, parfois c'est là, moi j'ai envie aujourd'hui justement de vivre un moment de farce ou de tragédie, donc je sais que je vais plutôt le trouver ici ou avec tel personnage, c'est plutôt là que je vais aller. Bon. Donc on fait ça, et on s'inspire depuis la sortie de ce jeu qui s'appelle Zelda Breath of the Wild, un jeu qui est sorti sur Switch, qui justement est très fort là-dessus, sur l'invitation à l'aventure, l'invitation à jouer avec les différents systèmes du jeu, à découvrir ce monde et ses règles. Et il y a ce côté, on voit toujours ce qu'il y a derrière la colline, de l'autre côté du chemin, de l'autre côté du lac, et ça nous donne sans arrêt l'envie d'aller plus loin, de voir, d'explorer, mais à notre rythme. Et mine de rien, on est guidé par l'environnement plutôt que par une liste de corvées à faire, ce qu'on appelle une quest list ou une mission list dans les jeux vidéo, où c'est je dois faire ça, et après je dois faire ça, et après je dois faire ça. Donc là, on se crée sa propre histoire au fur et à mesure, par contre, dans un monde qui, lui, est bien écrit, autoré, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que c'est l'appel de l'aventure pour Ubisoft ? Parce que ça peut signifier plein de choses. Ça a été défini par notre directeur éditorial lors d'un meeting que j'avais avec lui par ça. C'est-à-dire, l'aventure, c'est j'anticipe, je sais qu'il va se passer quelque chose. Alors dans les jeux Zelda, si vous connaissez, quand on casse un pot, il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qui va se passer si je casse un pot ? Surprise, parfois rien. Bon, ok, émotion, zéro, un peu de déception, voilà. Parfois, ouais, j'ai trouvé plein de trucs géniaux dans le pot, joie, donc allégresse. Et parfois, il peut y avoir un monstre caché dans le pot, donc il y a un danger quand même à faire ça. C'est pas gratuit. Donc l'aventure, c'est ça, c'est toujours ce mélange de j'ai envie d'aller voir ce qui est un peu plus loin, j'ai très envie que ça me procure du plaisir et que ce soit quelque chose d'incroyable, mais en même temps, il y a de l'appréhension parce que forcément, il y a du danger ou en tout cas un risque de danger. Il faut que les deux se balancent et s'équilibrent en permanence. Et qu'il y ait une notion donc d'aléatoire ou en tout cas d'incertitude. Donc l'appel de l'aventure, pour nous, c'est ça. Ce qui fait qu'à chaque fois, on revient vers ça quand on en parle. Et pour renforcer cet aspect appel de l'aventure, dans les jeux qu'on faisait il y a quelques années, quand on arrivait dans une nouvelle zone, tout d'un coup, elle s'illuminait, il y avait plein d'icônes sur la carte, voilà les centres d'intérêt, voilà ce qu'on peut faire. En gros, c'est Google Maps, il y a un resto là, il y a un métro ici, là c'est un monument, tout le monde y va, bon bref. Et donc, qu'est-ce que faisaient les joueurs ? Ils cochaient les cases. Ils avaient l'impression un peu de dire, je veux 100% de finition du jeu, donc je fais tout. Mais sans plaisir. En fait, parce que j'ai juste ma liste et je la coche au fur et à mesure. Bon, on s'est dit, on est allé trop loin là. Certes, ça aide le joueur parce que il n'est pas perdu, il sait ce qu'il doit faire ensuite, mais c'est trop. On le prend par la main, c'est un peu voilà. Donc on est revenu à non, il faut garder des zones de mystère, il faut qu'il y ait des choses que le joueur découvre par lui-même et dont on ne parle pas. On ne parle pas de ça en communication, on ne va pas faire un trailer qui va spoiler ce qu'il y a dans le jeu, qui a fait qu'il y a un dragon à cet endroit-là. Le joueur va le découvrir et ensuite, bien sûr, ça va être viral, il va le mettre sur YouTube, il va en parler à tout le monde, d'accord. Ça va durer 2 jours, et encore. Mais au moins, voilà, c'est là et c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. De vraiment laisser le joueur se prendre par la main lui-même. Donc
l'image que j'utilise souvent quand je parle de ça, c'est, imaginez que vous faites traverser la rue à un petit enfant. La solution numéro 1, qu'est-ce qu'on faisait avant Ubisoft, vous le prenez par la main, vous attendez que le feu soit vert, vous traversez avec lui. Bon, voilà, donc il n'a rien appris, entre guillemets. Par contre, il est safe. La solution numéro 2, c'est vous êtes avec votre smartphone, vous parlez avec quelqu'un, vous laissez l'enfant traverser tout seul sans le briefer, sans vraiment le surveiller. C'est ce que font certains jeux un peu indépendants. Certains joueurs aiment ça, c'est brutal, c'est dangereux, mais c'est débrouille-toi, je te jette dans l'eau et vas-y. Et à Ubisoft, on essaie de faire la formule entre deux, c'est-à-dire je pose ma main sur ton épaule, je t'explique ce que c'est le petit bonhomme vert, le petit bonhomme rouge, que les voitures c'est dangereux, que là il y a un passage clouté, et ensuite vas-y je te regarde, mais t'es tout seul. Voilà. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Apprendre l'autonomie de nos joueurs dans nos jeux. Donc voilà. Une des recettes pour faire que le jeu soit quand même attractif, c'est il ne faut pas oublier, parce que quand on fait du world building, très souvent le défaut, le risque, c'est qu'on se focalise beaucoup sur ce qui s'est passé avant que le jeu ne commence. Et c'est génial. Il y a eu plein de choses, des événements cataclysmiques, des héros légendaires, enfin c'était super avant. Puis le jeu commence et en fait, il n'y a pas d'enjeu, il ne se passe rien, enfin, on fait des choses répétitives et un peu ennuyeuses et finalement on ne change pas du tout le sort du monde ou son futur. Enfin, donc il faut que le monde dans lequel on agit et avec lequel on interagit soit actif et soit vivant et il se passe des choses et il y a un impact. Donc ça aussi c'est une consigne. Alors c'est dur, hein, ça coûte de l'argent, c'est compliqué, mais c'est une consigne qu'on essaie d'apporter à nos mondes pour qu'ils soient plus intéressants aussi. Et puis, pour que le monde soit facilement reconnu et apprécié, aimé et partagé par nos joueurs, on cherche des signatures, des choses qui sont uniques à cette marque ou à ce monde, et qui font que dès qu'on va entendre un son, dès qu'on va voir un visuel, dès qu'on va prendre le pad en main quand c'est un jeu console et faire quelque chose avec, on va se dire « Ah ça y est, je suis bien dans ce jeu-là, je suis bien dans ce monde-là, je l'adore » ou c'est quelque chose qu'on va remarquer et qu'on va partager. Donc Star Wars est extrêmement fort là-dessus. Ils ont un nombre de signatures, là j'en ai mis quelques-unes, mais c'est hallucinant. Le nombre de choses où vous le voyez en 2 secondes, vous l'entendez en 2 secondes, vous savez que c'est Star Wars. Bon, bah, si je vous demande de faire la même chose sur un de nos jeux Ghost Recon, ça sera beaucoup plus dur. Parce que c'est un jeu militaire, monde moderne, donc le bruit d'un fusil d'assaut, c'est pas particulièrement emblématique. La tenue d'un soldat futuriste qui essaie de se camoufler, c'est pas non plus super emblématique. Donc on a ce genre de défis auxquels on doit répondre. Donc on cherche des logos, des signatures, des phrases, des choses qui font qu'on va se dire ah ouais c'est bien Ghost Recon et c'est pas Call of Duty qui est un jeu à peu près positionné sur le même marché, sur le même genre d'univers. Donc on travaille beaucoup. Assassin's Creed là-dessus c'est plus facile. Might and Magic aussi. On a trouvé des signatures plus facilement. En général les mondes imaginaires ou avec des attributs très forts qui font référence à la science-fiction, à la fantasy, à l'horreur, c'est plus facile de créer des signatures. Mais c'est quelque chose qu'on essaie d'avoir. Dans les signatures, on peut avoir des petits détails qui ont l'air de rien, mais qui ont un impact énorme auprès des joueurs et qui font qu'ils adorent cet univers. Donc typiquement, les bonbons dans Harry Potter, vous les enlevez des livres et des films, ça ne change rien à l'histoire, aux enjeux, etc. Par contre, qu'est-ce que vous perdez en termes de sex appeal pour tous les gens qui ont adoré cet univers, quoi. Bon, voilà. Donc parfois, on se focalise sur des petits détails, mais qui comptent. Donc, voilà pour le monde attractif. Alors, toutes les questions que vous pouvez avoir, à la fin, on gardera du temps pour ça. 20 minutes d'échange. Voilà, c'est ça. Ensuite, voilà, les mondes crédibles. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors voilà, on veut éviter ça. Donc, la vision du monde que peuvent avoir des gens qui n'ont pas vraiment creusé le sujet, qui manifestent un intérêt un peu mou et qui se contentent d'aller dans des stéréotypes, des clichés ou des choses qu'ils connaissent, qu'ils pensent connaître. Donc, pour ce faire, on a des chercheurs. Alors, ils sont là, au premier rang. Merci les chercheurs d'Ubisoft, historiens, sociologues, intégrés dans les équipes ou travaillant avec moi au siège pour aider les équipes à avoir justement ce travail qui est fait sur l'univers. C'est des Indiana Jones, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois académiciens et experts dans leur domaine et ils vont mouiller leur cuir sur le terrain pour rencontrer les gens, pour sortir des sentiers battus que suivent les touristes et pour découvrir les univers qui vont nous servir d'inspiration. Donc je crois que je vous montre, non c'est un peu après la vidéo, mais ils ont un outil dans lequel ils partagent tout ça. Et c'est cet outil qu'on appelle le WTF, parce qu'à Ubisoft on aime bien les petits jeux de mots marrants. World Texture Facility. Il y en a un autre qui s'appelle World Mapping Facility. La vidéo présentera les deux, donc qui s'occupe plus des cartes, donc à la fois l'histoire et la géographie, on va dire. Ça, c'est un peu les achievements, donc c'est tout ce qu'ils ont fait depuis que cet outil existe. 8 ans de travail pour vraiment réaliser, c'est un outil en ligne, hein, c'est de l'intranet, tout le monde a accès à ça, Ubisoft.
Donc c'est quelque chose qui est partagé par mailing list sur l'outil en ligne, les équipes y ont accès, ils savent qu'ils ont un projet, enfin un WTF dédié à leur projet, donc dans celui-là c'était Assassin's Creed Origins, qui se passait dans l'Égypte ptolémaïque. À l'issue du voyage qui est fait en amont ou au démarrage du WTF, en général on produit un livre, c'est un livre WTF, donc j'en ai un là pour le prochain jeu qui va sortir, Watch Dogs Legion, qui se passe à Londres. Donc pareil, si vous venez me voir à la fin, je peux vous montrer un peu comment c'est fait, mais en gros, ça reprend des choses qu'on va trouver là, mais c'est en version physique, et l'équipe repart avec, ils peuvent le consulter, voilà. On les archive et ainsi de suite. Donc il y a quand même toute cette démarche qui est un peu unique à Ubisoft, mais où on veut aller loin et profond dans le monde. Et vraiment, voilà, pas que quelqu'un qui habiterait dans le lieu qu'on utilise dans nos jeux se dise pas, non, ils n'ont rien compris, c'est pas du tout ça. Merci le français avec le béret, le camembert et la baguette, et la tour Eiffel qui est juste à côté de l'Arc de Triomphe. Voilà. Bon. Donc ça, c'est un exemple d'équipe on location pendant leur voyage. Alors, ce n'était pas pour Assassin's Creed Odyssey, ce n'est pas un temple grec derrière, c'est Washington, et c'était pour The Division 2, le jeu qu'on a sorti cette année. Donc là, il y a des gens de l'équipe éditoriale, il y a des gens de l'équipe de développement qui voyagent tous ensemble et qui, là, pour l'instant, ils jouent aux touristes sur cette photo, mais globalement, je peux vous dire qu'ils vont dans des endroits où vous n'iriez pas. En tout cas, pas sans l'accompagnement qu'on a, sans les fixeurs, donc les gens sur place qui nous mettent en relation avec les bonnes personnes, etc. Et tout ça est filmé, et puis il y a un livre derrière, il y a des vidéos, et ainsi de suite. En parlant de vidéo, voilà, je vous montre encore, je crois que c'est la dernière vidéo de la présentation. Alors le volume est très haut, puis c'est une musique, donc vous pouvez baisser un petit peu en régie. Mais ça vous montre en image un peu impactante ce que c'est le WTF, voilà, différents aspects. Voilà, on n'avait pas cet outil pour Might and Magic. C'est dommage, ça aurait été super. Mais pour le prochain, peut-être. Ça, vous l'avez développé en interne donc, oui, à Ubisoft, ouais, et donc depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans, il est live. Voilà. Il y a eu un petit travail préliminaire, mais... Ouais. Alors ça fait qu'en fait, vous avez d'un côté une encyclopédie des mondes fictionnels, enfin du monde fictionnel, ça peut être de pas Might and Magic pour le FF, et de l'autre côté ce World Texture, enfin ce WTF, World Texture Facility. Chaque projet a son WTF. En plus, donc en fait, il y a plusieurs comme ça types d'encyclopédies dans lesquelles on peut chercher pour s'inspirer, pour produire des choses. Donc que les développeurs ou les game designers peuvent, ou toi en tant que directeur aussi. Exactement. Souvent, ce qu'on dit, et c'est vrai, on le vérifie à chaque voyage et à chaque WTF, c'est que le monde réel est beaucoup plus incroyable que ce qu'on imagine. Et donc, plutôt que de tout inventer en se disant « Ah, super, je suis hyper créatif et original, je vais faire des choses que jamais on trouvera dans la réalité », en parlant aux gens, en découvrant des anecdotes, en comprenant comment les systèmes fonctionnent, on a de la matière pour faire des choses qui surprennent les joueurs en se disant « Non, mais ça, vous l'avez inventé, c'est pas possible. » Bah si, ça, c'est basé sur quelque chose de réel. Voilà. Alors, pour les mondes imaginaires, c'est différent, puisqu'on ne va pas simuler et retranscrire le monde réel, mais on s'inspire de choses. Donc le voyage fait quand même sens et le travail sur le WTF aussi, puisqu'il y aura des références culturelles ou historiques ou politiques qui seront là. Bon là, donc c'était, comme je vous dis, avant le WTF, ce qu'on a fait sur Might and Magic, c'était plus classique et à l'ancienne. Mais on a quand même fait de la géographie, de l'histoire. Donc là, on a de la topographie avec les différentes... Ça, c'est une seule faction, mais c'est les sous-factions. Donc c'est un peu Game of Thrones, c'est les différents duchés qui
faisait la guerre pour essayer de devenir la maison régnante. Et donc, à 2 époques différentes, l'écosystème est différent aussi, puisque voilà, ils ont plus ou moins gagné, perdu, ils sont devenus mineurs, majeurs. Bon. Donc, il y a eu cette évolution qui se fait. Et voilà. Et du coup, les références, puisqu'on est dans un monde imaginaire, et même dans un monde simulé, on a quand même besoin de références. On encourage les équipes beaucoup à sortir du cadre du simple jeu vidéo, parce que copier des jeux vidéo pour faire du jeu vidéo, c'est pas très intéressant. Donc on leur dit, un peu comme des universitaires, allez aux sources premières. C'est-à-dire, si vous aimez une franchise et que vous la trouvez très inspirante, essayez de comprendre ce qui a inspiré cette franchise, c'est-à-dire qu'est-ce qui était dans le cerveau de la personne qui a créé cet univers et à quoi il fait référence. Et du coup, inspirez-vous plutôt de ses références à lui que de ce qu'il a fait, sinon vous faites un hamburger à partir du steak haché qui vient du steak, qui vient du bœuf. Bon, remontez au bœuf. En gros, c'est ça l'idée. Donc là, j'en cite quelques-unes, puisque c'est certaines qui reviennent de temps en temps quand on parle de certains projets. Et sur Might and Magic, toutes ces références ont été citées à un moment ou à un autre. Bien sûr, les références doivent être filtrées à travers la vision créative du porteur du projet ou des porteurs du projet. Donc c'est pas à l'identique, on ne va pas prendre la référence et la copier-coller dans le monde ou dans le jeu qu'on fait. Hein. Il y a une transformation qui se produit. Donc là, Barbe Noire, évidemment, on n'a pas pris le personnage historique réel, mais on s'est inspiré beaucoup du personnage historique réel, on l'a sublimé, fantasmé pour le mettre dans Assassin's Creed Black Flag. Et là, donc, je vous montre quelques références disparates, parce qu'on inclut de la pop culture dedans, hein. C'est pas que des références très sérieuses et artistiques ou littéraires. Voilà. Donc là, ça part un peu dans tous les sens, mais quand on met tout ça ensemble, y compris Flash Gordon, je sais pas, peu d'entre vous le savent, enfin peu d'entre nous le savent, mais voilà, dans la série Flash Gordon qui passait aux États-Unis dans les années, soit début des années 60, il y avait cette espèce de texte qui partait comme ça vers l'infini, qui se rétrécissait au fur et à mesure. Et donc, les influences de tout ça, ça a donné cette IP que tout le monde connaît. Mais voilà, c'est un peu ce que George Lucas a cité en disant bah ouais, je lisais ça, je regardais ça m'intéressait à ça, voilà. Donc ça a donné ça. Je vous parlais tout à l'heure des références spécifiques à Might and Magic sur la faction nécromante, les voilà. Donc là aussi, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens, puis ça mélange pop culture et vraie culture, on va dire vraie culture, je sais même pas comment on peut la qualifier, enfin, avec un grand C, bon bref, peu importe. Comme je vous dis, à l'époque on l'a fait en 2003, donc ça date. Aujourd'hui on le ferait un peu différemment, puisque là on s'inspire quand même de certaines religions réelles, des gens qui croient sincèrement à ces religions pour qui c'est du quotidien, et nous on a pris un peu l'aspect soit cosmétique, soit les grands principes, mais sans nous-mêmes être pratiquants de la religion, ni venir de cette culture, donc on a pu faire des erreurs qui ont pu offenser les gens qui eux sont vraiment versés dedans. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à ça, puis on ne travaillait pas avec des historiens, des sociologues, des spécialistes de philosophie et d'éthique. On en a aujourd'hui à Ubisoft. Donc c'est le genre de choses où maintenant on y va beaucoup plus pas à pas et en consultant aussi les gens qui seraient concernés au premier degré. Donc toutes ces références, ça a donné donc, notre faction nécromante, où vous voyez qu'elles se combinent, regroupent, etc. Et pas juste dans les visuels, hein, évidemment c'est ce qui est plus parlant, mais aussi dans leur philosophie, leur histoire, les types de personnages qu'on a créés, etc. Donc on est allé quand même assez loin dans ces références. On ne s'est pas contenté de Wikipédia et ainsi de suite, mais comme je vous dis, on n'a pas non plus fait un travail rigoureux d'académicien. C'est venu plus tard. Je peux juste oui quelques remarques en fait par rapport à tout ce que tu as dit là, parce que sur les sources, en plus moi c'est un peu aussi les choses sur lesquelles je travaille, donc ça à chaque fois ça me donne envie de parler. Alors pour le fait de revenir aux sources de la source, enfin, ou si on veut s'inspirer, moi je trouve cette remarque très intéressante, parce que c'était aussi des conseils qu'on avait lus pour des gens qui faisaient ou du jeu de rôle ou de la littérature. C'est par exemple, enfin là le cas c'était Lovecraft. C'est-à-dire, si vous voulez faire du Lovecraft, lisez pas juste Lovecraft, lisez ce que lisait Lovecraft pour voir comment il l'a utilisé, comment il l'a transformé. Et ça je trouve que c'est intéressant, parce que c'est comprendre aussi avant comment des mondes ont été construits par des auteurs, même s'ils nous inspirent, c'est comprendre la mécanique même de ce que ça peut être de construire et transformer des références. Donc ça c'est des beaux exemples aussi que tu donnais. Et sur l'idée de transformation, parce que je fais une petite référence à la recherche. En fait, il y a des théories qui s'opposent dans la recherche en sciences sociales sur la réception notamment des mythes. Où il y a des gens qui vont dire que l'utilisation de mythes aujourd'hui, c'est un retour aux origines, c'est une recherche de quelque chose de passé face au monde industriel, etc. C'est
toute la lignée de Gilbert Durand, enfin depuis Jung, Gilbert Durand, Maffezoli, tous ces sociologues-là de l'imaginaire, et puis d'autres qui font encore ça aujourd'hui. Alors qu'on voit dans tes exemples, et aussi on voit par la recherche, que c'est toujours transformé, c'est toujours mis au goût du jour, donc c'est pas, en fait, on va pas rechercher les origines, on va réinsérer ça dans des cadres contemporains, on va renouveler le sens, on va le mettre dans une nouvelle structure, hein, je crois qu'il y a ça aussi, et du coup ça donne un sens nouveau. Et puis de toute façon il faut toujours se dire que si nous, le fait de faire appel par exemple à des mythes, parce que la théorie des maffezoliens, ça s'oppose aux sociétés modernes, technicistes, individualistes, etc. Ça peut pas être le sens qu'il y avait, par exemple, au Moyen-Âge, vu que la société industrielle n'existait pas. Donc, forcément, on construit un nouveau sens qui fait partie du cadre socioculturel contemporain. Donc ça, c'est intéressant de voir ces transformations. Et puis, ça confirme donc certaines théories qui sont celles d'un changement de sens constant à chaque nouvelle itération. Et dernière petite chose qui va aussi dans ce sens-là, et puis après je te rends la parole, c'est la question du syncrétisme. Parce que là, donc, tu nous dis que vous avez fait une faction des nécromanciens, mais c'est à partir de plein de sources différentes. Donc là aussi, c'est pas des références, on n'essaye pas de coller à quelque chose, mais on essaye de mélanger en prenant tout ce qui est intéressant et de créer là aussi quelque chose de nouveau, mais à partir de plein de sources. Et ça, c'est pour les recherches même en littérature, c'est intéressant parce que des fois, on va chercher, tiens, quelle est la source qui a inspiré telle chose, mais en fait, il y en a toujours plein. Et moi, j'ai vu le travail sur Ward, Conan, en fait, quand on commence à creuser un peu, en fait, il n'y a pas une source qui explique le sens qu'on peut trouver dans une œuvre, mais en fait, il y en a tout un tas. Et il faut comprendre les combinaisons. Voilà. Là, effectivement, de manière évidente, les gens disaient oui, c'est l'Égypte et la Mésopotamie, et puis on disait mais non, mais en fait, le fondement de cette faction, c'est le bouddhisme morbide. Ah bon. Bref, mais ça, il faut l'expliquer, c'est plus. Voilà. Un autre moyen de rendre le monde cohérent, c'est qu'il soit proche du monde qu'on connaît nous. Et là aussi, ça a été une évolution dans le divertissement de manière générale, donc littérature, film, ciné, jeux vidéo, pas que nous. On a bougé du manichéisme où il y avait les méchants, les gentils, le bien, le mal, la lumière, les ténèbres, etc., à quelque chose de beaucoup plus nuancé. Et ça, c'était déjà un des piliers de Might and Magic quand on a récupéré la marque en 2003, oui. Ils avaient déjà ce côté, moralement, c'est pas comme ce qu'on connaissait de Tolkien, où on disait, bon, voilà, il y a les méchants, ils sont là, et les gentils, ils sont là. Bon. Géographiquement, c'est séparé, visuellement, ça se voit aussi, bon. Là, c'était plus flou, plus gris, et ça nous plaisait, donc on l'a gardé comme un des piliers de la marque, puis ça correspondait aussi à ce qui se passait en 2003, dans la fantasy en tout cas. Et aujourd'hui, clairement, si vous regardez les séries télé, quelles qu'elles soient, vous verrez que les bonnes, entre guillemets, sont toujours sur les nuances de gris, et c'est difficile de dire qui est le mauvais personnage, qui est le bon personnage. Donc voilà, donc on a gardé ça, et dans nos mondes, c'est quelque chose qu'on pousse aussi beaucoup, où on essaie de ne pas donner de jugement de valeur en disant, voilà, tu es le gentil, tu vas affronter les méchants, et les méchants, ils ont tel principe, ou tel dogme, ou tel agenda, et puis toi, forcément, tu t'opposes. Donc on veut des univers et des mondes où on ne juge pas, où on essaye de garder une espèce où on va poser des questions, avec parfois des répercussions éthiques, mais où on va laisser le joueur trouver sa propre réponse, et proposer des personnages ou des factions dans les mondes qui ont chacun leur réponse à la question posée. Donc typiquement, si on en prend une sur la justice, est-ce que si j'enfreins la loi, je peux considérer que je rends justice quand même? Si mon idéal c'est la justice et que je dis la loi c'est pas la justice, c'est pas exactement la même chose, je suis obligé d'enfreindre la loi pour rendre la justice. Si vous posez la question à des juges, à des gens qui sont spécialisés dans l'éthique aujourd'hui, à des gens dans la rue, vous allez avoir des tonnes de réponses différentes. Et qui a raison, qui a tort, c'est un débat perpétuel. Donc dans ce jeu, voilà, on pourrait poser cette question en disant, voilà, il y a la loi, il y a la justice, c'est deux concepts qui ont l'air de se marier mais qui en fait peuvent être séparés. Est-ce au lieu de porter un jugement sur mauvaise réponse, bonne réponse, on va plutôt dire, ok, tu fais un choix, tu vas vivre avec les conséquences de ton choix. Qui est logique avec les systèmes et les valeurs du monde. Évidemment, dans un monde qui a une dictature totalitaire dystopienne, les valeurs ne sont pas les mêmes que dans un monde qui ressemble plus au nôtre, à la France d'aujourd'hui, etc. Bon. Donc on a à chaque fois ce débat. Alors c'est des débats complexes et récurrents, et je dis pas qu'on délivre à chaque fois exactement la bonne formule, mais c'est au cœur de nos préoccupations. C'est vraiment, quand on construit les mondes, à chaque fois, ça arrive sur la table.
Et puis un autre point qui fait que le monde est cohérent et correspond là encore au monde réel, ou en tout cas au monde d'aujourd'hui, c'est que, là je ne vais pas du tout m'attarder dessus, parce que c'est un sujet à part entière, et puis il y a des gens bien plus qualifiés que moi, Ubisoft peut en parler, mais il y a tout pareil, à chaque fois qu'on parle d'un monde, aujourd'hui on pose sur la table la question de la représentation de la diversité. Voilà, on arrive à la 3e section. C'est bon, est-ce qu'on continue ? Oui. Donc le monde est cohérent. Alors, je vous ai parlé de la logique du monde, et puis donc ça, j'ai déjà un peu abordé le sujet, les différents systèmes qui sont basés sur la physique, la nature, et aussi donc l'humain. Donc, sans lire tout ça, l'idée de tous ces systèmes, c'est qu'ils vont interagir les uns avec les autres pour créer du conflit, et que de ce conflit va naître l'émergence. Donc ça, je l'avais déjà un peu présenté au début. Pour aider les équipes à trouver les systèmes et à les mettre en place, on a développé un outil qu'on appelle le World Building Toolkit, WBT, bon lui il n'y a pas d'acronyme, et c'est un outil à la fois physique, donc là vous voyez la version physique de l'outil avec des plaques semi-transparentes qu'on superpose, qui correspondent à différentes couches. Il existe aussi en version numérique bien sûr, et les différentes couches correspondent à ces 4 grands principes, donc la nature, les humains, la temporalité, puisque le monde a un passé, un présent, un futur, et les forces en œuvre, qui peut être la physique et ainsi de suite, mais pas que. Et donc ça donne ces différentes couches d'oignons, où on part vraiment de la fondation du monde et on va de plus en plus vers la partie histoire. C'est-à-dire qu'au début on fait plutôt la géographie, topographie, etc. Ensuite on arrive sur l'humain, et puis après sur les conflits, et on finit par, ça c'est dans un tenté, mais qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a après. Donc ça aide les équipes à vraiment on peut faire comme ça des ateliers de 3 jours où on travaille avec eux et cet outil pour définir leur monde et sa logique. Sur Might & Magic, encore une fois, cet outil n'existait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à l'ancienne, on a défini tout ça, l'histoire, les conflits, les factions, etc. Au départ sur des documents Word, PowerPoint, Excel, etc. Et à la fin, quand on avait quand même suffisamment de matériel et surtout beaucoup d'illustrations, on a sorti un livre qui était l'Atlas ou la Bible du monde, et qu'on pouvait distribuer aux équipes en version PDF et en version physique, et ce qui les aidait bien, parce que comme ça, ils avaient des références claires et un peu bien archivées et bien illustrées. L'outil dont je vous parle, l'outil de création du monde, c'est pas juste un atelier de 3 jours et après c'est plié. Et même sur Might & Magic, on a fait un livre, mais bon, en fait, c'est un document organique. Le monde, il va évoluer, il va y avoir d'autres œuvres qui vont l'enrichir et peut-être le bouleverser. Donc du coup, on crée un outil centralisé. Alors souvent, c'est un serveur plus différents outils liés au World Toolkit qui sont constamment mis à jour, dans lequel tous ceux qui sont partie prenante sur le monde peuvent contribuer, mais, et c'est important, dans lequel il y a un seul propriétaire qui détient les clés et qui dit ça je valide pas, cette contribution c'est anecdotique, je la mets hors du canon, ou juste en anecdote si ça vous intéresse à les creuser. Ça par contre c'est fondamental, je le mets dans la timeline essentielle, etc. Enfin bref. Donc sur Might & Magic, on avait déjà travaillé comme ça. On avait une équipe brand, une équipe IP, et dedans, il y avait un garant du monde, qui était un peu l'archiviste, l'historien, la personne qui était vraiment l'expert et le gardien du temple, et qui pouvait recevoir tout, harmoniser, décider si c'était conservé ou pas, si ça devenait canonique ou pas, etc. Et donc la Bible du monde, c'était pas juste le livre que je vous ai montré, c'était tout ce genre de documents. Donc il y avait, alors je vous dis PDF, mais c'était un document qui pouvait être effectivement un PowerPoint ou un Word, de l'Excel, parce qu'il y a des gros tableaux, notamment un glossaire, une espèce de convention du vocabulaire qu'on utilise ou des noms qu'on va utiliser, des vidéos, de l'audio, enfin il y a plein de choses. Voilà. Et une dernière chose sur la cohérence des mondes, que vous entendez souvent quand on parle de jeux vidéo, c'est la dissonance ludonarrative. Ce que ça veut dire, c'est le monde et l'histoire du jeu me donnent un message, et puis en fait quand je joue, ça n'a rien à voir. Donc typiquement, je suis là pour sauver une communauté, et puis en fait je passe mon temps à tuer des gens. Bon. C'est pas vraiment, y a pas de cohérence réelle. Bon, donc on fait attention à ça de plus en plus, et on essaie de dire, voilà, une fois qu'on a posé notre monde, sa logique, le rôle du joueur, et quel est son objectif dans ce monde, et laisser au joueur la possibilité de choisir aussi ses valeurs ou ses objectifs, de plus en plus, que ce soit cohérent, que le monde réagisse de manière cohérente à ce que le joueur fait, et qu'il n'y ait pas une dissonance entre ce qu'on lui dit, ce qu'il est censé être, et puis ce qui va être raconté dans l'histoire, ou ce que le monde va afficher, et puis ce qu'il fait au quotidien. Typiquement, on se retrouvait, c'est possible avec des intelligences artificielles, donc des personnages non joueurs,
qu'on soit maculé de sang, qu'on ait une épée à la main et qu'on se mette à danser devant eux, et puis qu'ils nous parlent comme si on était tous les deux assis en train de partager une bière, habillés tout à fait proprement, etc. Donc ça c'est une dissonance qui fait qu'on sort un peu de l'immersion dans le monde, et on essaie de réduire ça au fur et à mesure, mais là encore, c'est de l'argent, c'est du temps, il faut pouvoir se donner le luxe de faire ça, mais c'est un objectif qu'on se donne en tout cas. Je crois que c'est tout. Voilà, la dernière section, c'est les constructeurs de monde. Donc, dans un jeu vidéo, quel métier participe à la construction du monde ? Donc là, je vais aller plus vite, puisqu'il reste 10 minutes. Alors, c'est une équipe, c'est pas juste une personne. Si vous venez dans le jeu vidéo en disant j'ai une idée de monde géniale et je vais tout faire moi-même, ça va être dur. Et puis, vous n'êtes pas forcément la bonne personne. C'est une combinaison de compétences. Bien sûr, il va y avoir des scénaristes, bien sûr, il va y avoir des artistes, mais il va y avoir aussi des designers système, il va y avoir des game designers, des gens qui vont faire le gameplay, les mécaniques du jeu. Il va y avoir l'audio, on les oublie souvent, ceux-là, mais tous ceux qui font les sons, les musiques, qui seront emblématiques du monde qu'on va faire. Et puis différents experts, comme nos historiens, nos chercheurs, là. Donc c'est toute cette équipe-là. C'est aussi un mindset très spécifique. Si vous voulez faire de la construction de monde, il faut en général être curieux, parce que je vous ai dit, il faut remonter aux sources premières, il faut aimer la recherche, il faut être focalisé, parce que vous allez travailler pendant longtemps sur un univers, sur des tâches précises les unes après les autres, etc. Donc il faut être capable parfois d'accorder beaucoup d'intention pendant des longues périodes sur des tâches qui peuvent sembler ingrates. Il faut penser système, puisque nos mondes, en tout cas ceux qu'on développe à Ubisoft, sont très focalisés sur les systèmes. Et il faut accepter de travailler avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes compétences, le même profil, le même parcours. Et être capable parfois de changer de casquette soi-même et de passer d'un métier à l'autre, enfin d'une tâche à l'autre. Et voilà, alors avant de venir là-dessus, je crois que tu avais des questions sur les... parce que du coup, donc, tu nous parles d'équipe, tu nous as dit aussi avant qu'il y avait donc, des personnes des fois en charge de la cohérence aussi du monde, ouais. qui permettent justement de faire en sorte que tout le monde soit bien coordonné, en tout cas sur le contenu. Moi je voulais aussi te poser une question par rapport à toi et ton travail. On parle de direction créative, oui. Et alors, parce que la direction artistique, on voit un peu ce que c'est, mais en quoi ça consiste la direction créative Alors ce métier existe dans le jeu vidéo et dans la publicité, ça point commun, mais pas à 100%. Le meilleur parallèle qu'on peut faire, c'est réalisateur dans le cinéma. Le directeur créatif dans le jeu vidéo, c'est celui qui travaille avec les équipes de contenu, donc les artistes graphiques, les audio designers, ceux qui s'occupent de la musique et des sons, ceux qui s'occupent des game systems et des game design, et les écrivains, et puis aussi les acteurs quand il y en a, et ainsi de suite. Enfin bref, tout ce qui est lié au contenu du jeu et aussi à la vision de ce que le jeu est censé être, la vision créative pour le coup. Voilà ce qu'on veut dire dans ce jeu, voilà quelle touche il va avoir, quelle tonalité, voilà ce qui va faire qu'il est unique et que les gens vont l'aimer, et ainsi de suite. Donc c'est tout ça, une personne qui est un peu le chef d'orchestre de toute cette équipe de créateurs de contenu, qui travaille avec des directeurs, donc directeur artistique, directeur audio, directeur de jeu, game director, donc directeur de design, etc. Et qui travaille bien sûr en parallèle avec le chef de projet qui lui va gérer beaucoup plus le budget, le planning, la technologie, la vision business, etc. Enfin bref. Et donc, c'est un peu le réalisateur qui travaillerait avec un producteur de cinéma et qui travaillerait avec un directeur photo, avec des acteurs, avec un scénariste, avec tous les gens qui vont l'aider, avec un storyboarder, enfin, ainsi de suite, à faire en sorte que la vision prenne vie. Et puis être challengé aussi, un directeur artistique peut très bien dire ce que tu me dis là sur la vision, moi je l'interprète comme ça visuellement, et ainsi de suite. Donc il y a un vrai débat, des vraies discussions qui en général sont assez riches. Donc sur un monde, c'est ça. Voilà pourquoi on fait ce monde. C'est pas juste dans le vide, c'est pas non plus juste pour répondre à en ce moment c'est ce qui marche, alors on va le faire. Voilà. En tout cas, c'est pas la démarche d'Ubisoft du tout. Donc il y a ce côté vision créative qui est très importante, où on a des directeurs créatifs et toute leur équipe qui viennent dire voilà ce qu'on veut faire. Et voilà comment on la formule, voilà comment on la communique, voilà. Et donc il y a 3 étapes en général, on la définit, on la communique d'abord en interne mais ensuite à l'externe, on la réalise donc dans le jeu. Puis la dernière étape, la 4e dont on va parler juste après, c'est comment elle est interprétée. Parce que c'est bien gentil tout ça. Déjà, c'est bien d'arriver aux 3. Je l'ai défini, communiqué, réalisé. Mais maintenant, il y a la communauté qui arrive. Les joueurs ou les fans. Et eux, ils vont interpréter tout ce que vous faites, clairement. Donc, parfois en bien, parfois en mal. Et ils peuvent tout à fait... donc c'est pour ça que je dis le world building, la création de monde inclut votre communauté. Ils sont contributeurs désormais. Ils ont leur mot à dire sur ce que vous faites. Le monde leur appartient. Ils vont le remplir eux-mêmes, on va voir après, avec les fanfictions, avec plein de choses. Et ils vont pouvoir dire, non mais George Lucas, là, ton Star Wars, c'est pas Star Wars en fait. Attends, je suis le créateur de Star Wars quand même, comment peux-tu me dire ça ? Non, je t'assure, celui-là, c'est pas un vrai Star Wars, ou en tout cas, c'est pas un bon Star Wars. Waouh.
On peut dire ça aujourd'hui. Et donc, comme je dis, ils contribuent. Alors, chacun à leur manière, dans différents styles. On aime, on n'aime pas, mais globalement, voilà, il y a de plus en plus une appropriation par la communauté de vos personnages, de votre monde, etc. Voilà, c'est un très bon exemple parce que, en gros, pour ceux qui ne savent pas, chez 50 Shades of Grey, au départ, c'est une fanfiction, de Twilight. Donc, E.L. James considérait que dans Twilight, c'était pas assez torride. Qu'elle aurait voulu plus de scènes qui mettaient en relation les deux protagonistes, et donc elle a écrit au départ une fanfiction qui a eu un nombre de lecteurs colossaux, beaucoup d'appréciations, etc. Et donc un publisher est venu la voir et lui dire bon bah on peut pas prendre Twilight parce que c'est pas nous, mais réécrivez ça avec un autre univers, et puis voilà, c'est devenu 50 Shades. J'ai rien à dire sur la qualité des deux œuvres, mais simplement pour dire la fanfiction, voilà, ça peut devenir punkable. Et puis des vrais fans, une fois que vous avez votre monde et votre univers qui est riche, voilà, vous les voyez aux conventions, il y en a qui font des tatouages avec votre univers, c'est quand même assez impressionnant. Et sur Might and Magic, malgré, on n'est pas Lord of the Rings, ni Star Wars, ni Harry Potter, mais quand même, on a eu nos cosplayers, on a eu nos tatoués, on a nos fans aussi. Voilà. Et je crois que ça s'arrête là, avec ma dernière recommandation à tous ceux qui veulent faire du world building. Commencez déjà par faire des mondes que vous avez envie d'explorer, que vous avez envie de créer. C'est la première chose qu'on attend de vous. Voilà. Super, merci beaucoup. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.